Samedi 19 novembre 2022, bonjour ou bonsoir à vous tous et merci de nous choisir sur New World Info dans l'émission Le Monde en 7. On va revenir sur juste quelques sujets importants pour nous dans l'actualité de la semaine et on refait le débat sur ces sujets. Nous irons du côté du Bénin. La Cour constitutionnelle a autorisé finalement le parti politique Les Démocrates à concourir pour les élections législatives. Il faut dire que ce n'était pas gagné d'avance. On ira ensuite du côté de la République démocratique du Congo où le président Félix Tshisekedi veut en découdre avec les rebelles du M23. Et puis en deuxième partie, on va parler naturellement du Togo et évoquer cette nouvelle carte judiciaire du pays. Mais après cela, on pourra évoquer également d'autres sujets qui nous intéressent. Et notamment demain, dimanche, avec le démarrage de la Coupe du Monde Qatar 2022 dont New World TV dans les pays francophones est la seule détentrice des droits de diffusion et des matchs qu'on pourra vivre pendant presque un mois de cette grand-messe du football. Sur le plateau avec moi pour évoquer les sujets dont je viens de parler, Vincent Kodjo Améganvi, député du Nouvel Engagement togolais, secrétaire général du même parti. Bonsoir Vincent. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent sur Niwo TV, la meilleure chaîne actuellement pour les un mois à venir et pour plus. Ouais, bien sûr, il faut dire que la demande explose. Chacun veut avoir son bouquet Niwo. C'est de bonnes guerres, ça fait une fierté pour le Togo, ce petit pays qui a le droit de diffusion de cette messe mondiale qui est la Coupe du Monde. C'est un plaisir pour nous autres. Merci d'avoir accepté l'invitation de cette émission. Face à vous, Marcel Agbessinou, il est juriste, également journaliste avec nous. Bonsoir Marcel. Bonsoir Samuel et bonsoir à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et si vous le permettez, je peux citer cet passage en disant que le droit est le porte-parole intelligent des discussions ou décisions qui se prennent ailleurs. Et c'est pas cette formule lapidaire et en apparence anodine que je félicite votre chaîne qui a eu le droit de diffuser la grande messe mondiale. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, félicitations à vous et félicitations aux directeurs et aux employés. À toute l'équipe, bien évidemment. Merci beaucoup Marcel Agbessinou. Merci à vous également d'accepter notre invitation. On prend tout de suite la direction du Bénin pour notre premier sujet. Le parti politique Les Démocrates. C'est le parti que dirige l'ancien président béninois, le docteur Thomas Boni Yayi, pourra participer pour la première fois à une élection organisée par le gouvernement Patrice Talon suite à l'invalidation de sa liste mercredi par la Commission électorale nationale autonome, la Sénat du Bénin. Elle a saisi la Cour constitutionnelle qui lui a finalement donné raison. Les sages ont ordonné à la Sénat d'accepter une liste remaniée du parti à qui 4 attestations fiscales ont fait défaut. Écoutez, l'élimination. Il faut dire qu'aujourd'hui, Vincent Améganvi, lorsque la Sénat a annoncé sa décision d'invalider la liste du parti Les Démocrates, tout le monde s'est dit, finalement, c'est à nouveau la démocratie à la Talon qui l'emporte. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'est le contraire et on salue la décision de la Cour constitutionnelle. Oui, on peut dire que la Cour a dit le droit et que c'est une très bonne chose. C'est ce que nous attendons de nos juridictions ici en Afrique et ailleurs dans le monde. Donc c'est une très bonne nouvelle pour le parti Les Démocrates, ce parti qui est dirigé par l'ancien président Boni Yayi. Et je pense que ça augure de bonnes choses pour ces élections qui arrivent. Ça décrispe l'atmosphère, le climat sera apaisé. Il faut dire que, en réalité, oui, ils ont eu raison d'aller devant la Cour pour demander de valider les listes parce que c'est vrai que la Sénat a fait son travail pour diffuser les listes retenues. Oui. Et dans les règles de l'art, il y avait des dossiers qui manquaient à certains candidats sur la liste. Du coup, la Sénat a eu à rejeter leur liste parce que dans les conditions de figurer dans les candidats pour les élections législatives, il faut que chaque dossier soit à jour, sinon ça invalide tous les dossiers de votre parti. Donc du coup, la Sénat a fait son travail. Maintenant, derrière, il faut dire que le parti a accusé les fiscs de n'avoir pas vite remis les dossiers à temps et d'avoir fait tout
pour empêcher les candidats d'avoir les dossiers au complet afin de participer à ces échéances à venir. Mais disons bravo à cette cour qui a su dire le droit, parce que si vous avez vu la dernière fois dans la salle, tous les partis étaient venus avec leurs arguments, ils ont défendu leur position et la cour a vu juste dedans pour accorder un sursis au parti Les Démocrates pour essayer de remplacer ces personnes. Donc, mais il faut dire que c'est pas encore gagné d'avance, hein. Il faut maintenant qu'ils essayent de changer ces personnes-là et après retourner vers la Sénat pour que la Sénat vérifie les listes additives et puis valider. Maintenant, bon, on attend de voir la suite. Oui, Marcel Agvesinou, je suppose que c'est une décision qui vous interpelle en tant que juriste, la Cour constitutionnelle béninoise, parce que depuis l'avènement de Patrice Talon à la tête du Bénin, on sait les critiques que cette Cour, précédemment dirigée par Joseph Djogbenou, a eues. Aujourd'hui, vous pensez qu'à travers cette décision, elle redore un peu son blason? Oui, effectivement, comme vous venez de le dire, la Cour vient de faire un saut qualitatif en voulant faire ce que nous appelons repêchage. Ouais. Donc elle est en train de faire repêchage et faire repeindre sa peau d'antan. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis l'avènement de Patrice Talon au pouvoir, les démocrates n'ont jamais eu la chance de participer à aucune élection, que ce soit élection présidentielle ou élection législative. Donc souvent leurs dossiers ont été vus rejetés par cette Cour. Et bien, si vous le permettez, le rôle de la Cour constitutionnelle, d'abord, c'est une institution qui est chargée à veiller au contrôle de la conformité, de constitutionnalité de la loi. Mais bon nombre des cours en Afrique de l'Ouest et dans la sphère de la CEDEAO, elles sont souvent absorbées par l'exécutif ou bien le pouvoir politique incarné par le président de la République élu bon an mal an par le peuple. Donc, dans ces circonstances, les partis gênant ce pouvoir peut-être mal élu, donc ces partis comme les démocrates n'ont aucune chance d'aller à des élections avec le président de la République. Donc souvent certains osent dire que les présidents africains, ils choisissent leurs adversaires pour jouer le match d'avance. Mais ce que vous me posez comme la question, que maintenant la Cour, est-ce que la Cour a redoré son blason? Bon, on ne peut pas affirmer avec deux pieds maintenant que la Cour, bon, en posant l'acte là, le 18 dernier, qu'elle a rassuré les Béninois. Non, parce que le nouveau président de la Cour constitutionnelle béninoise, dont je cite son nom, il s'appelle Issifou Amada, donc il est nouvellement arrivé et il a plusieurs défis à relever. C'est lui qui était venu remplacer Joseph Djogbenou, que certains osent dire que bon, peut-être il est le fils, il est le remplaçant potentiel de fin même de Patrice Talon. Donc le changement qui a été intervenu à la tête de la Cour surprend plus au Bénin, parce qu'il n'y a pas de circonstances justifiant effectivement sa démission, sa remise de démission au président Talon. Mais il a fait chose faite. Vous n'êtes pas sans savoir que cette Cour a connu des éminents juristes que vous connaissez mieux que moi, Robert Dessous. Donc il est passé par là aussi. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que la Cour a redonné la confiance au peuple béninois, mais peut-être c'est un saut qualitatif qu'il est en train de faire, vu la motivation ou bien vu le recours justifié par le parti Les Démocrates. Le recours, la thèse n'a pas été dépourvue par de fondements juridiques. Donc ils ont soutenu leur thèse par des fondements juridiques, ce qui fait que la Cour
est dans l'obligation de les suivre, de leur donner raison. C'est ce qui a été fait. Et justement, les arguments, Vincent Méganville, présentés par les tenants du Parti Les Démocrates, se sont appesantis sur cette pièce qui a été inventée dans le landerneau politique béninois et qui fait du mal depuis des années, ce fameux quitus fiscal. Que toujours ce sont les opposants béninois qui ont toujours du mal à l'obtenir. Oui, ben vous savez que c'est pas facile à avoir, hein, c'est parce que c'est une pièce qui justifie que vous êtes à jour de vos impôts et tout ça. Comme quoi, dans le camp de ceux qui soutiennent Talon, on est toujours à jour. Ah, on va chercher à savoir s'ils sont vraiment à jour. Maintenant, bon, après, sans mettre du discrédit sur la structure qui attribue ce quitus fiscal là, il faut dire que oui, c'est beaucoup de citoyens sont un candidat quand il va à une élection, mais il se prépare. Et donc, s'il sait que le quitus fiscal est demandé, il se met à jour, parce que les arguments, si vous voyez les arguments des avocats du parti et des dirigeants du Parti Les Démocrates, ils disent que oui, les membres de leur parti sont à jour. Ils défendent que c'est la Cour qui... non, pas la Cour, l'impôt qui refusent de leur donner le quitus. Donc, ce qui veut dire que oui, c'est comme chez nous ici, l'auteur qui peut donner, ou bien ce quitus-là à ceux qui sont bons élèves, à ceux qui paient les impôts et tout. Donc, on peut dire que oui, il faut aller chercher en dessous pour voir si les membres du parti au pouvoir sont vraiment à jour, ou bien on donne le quitus parce que c'est le parti au pouvoir. Mais bon, je reste sur l'idée que c'est une structure qui est assez sérieuse et qui fait les choses selon les normes et les règles régies par elle. L'argument avancé par la Cour pour quand même suivre suivre les démocrates dans leurs arguments, excusez la tautologie, c'est de dire que le défaut de quitus n'est pas le fait des opposants. D'ailleurs, ils ont utilisé cette formule-ci, c'est une formule de droit. La prescription ne court pas contre celui qui n'a pu agir. Oui, la prescription ne court pas contre celui qui n'a plus agi. Donc, si on veut aller au fond du recours déposé par les démocrates, leurs recours sont dirigés contre la Direction générale des impôts. La Direction générale des impôts n'a pas justifié le refus de la délivrance de quitus à ces regroupements de partis politiques incarnés par l'ex-président Patrick Talon. Excusez-moi, Yahi Boni. Donc, et ce parti, eux, ils ont fait leur pieds et mains pour faire déposer leur demande de quitus fiscal. Mais la demande dans leur test, il a été clair que lorsque vous demandez la demande de quitus fiscal, les 72 heures qui suivent la demande, on devait vous délivrer les pièces. Mais tel n'était pas le cas. Mais la Cour, la DGI n'a pas motivé DGI, c'est la Direction générale des impôts au Bénin. Elle n'a pas motivé son refus. Alors que les démocrates ont régularisé dans le délai imparti à leur demande au niveau de la Direction générale des impôts. C'est ce que la Cour a étudié avec le Sénat. La Cour a jugé, a analysé effectivement que le fondement juridique créant le Sénat a été violé. Parce que le Sénat, là-bas, c'est la Commission électorale nationale autonome au Bénin. Donc, la Direction générale des impôts a violé l'article 41 qui donne le pouvoir aux démocrates d'avoir leur quitus fiscal à temps, mais tel n'est pas le cas. Donc, le code électoral béninois a été violé par la Direction générale des impôts, qui est la DGI, et la Constitution même a été touchée, c'est-à-dire violée en partie par la DGI. Raison pour laquelle
l'homme fort qui incarne la Cour constitutionnelle aujourd'hui, après analyse, après audience solennelle, a délibéré qu'effectivement, les démocrates ont raison. Du côté du parti au pouvoir, on fait justement une autre lecture de la décision de la Cour. On estime que, ça c'est le porte-parole du gouvernement béninois, Wilfried Rumbedi, qui a réagi, qui dit que l'opposition qui a toujours vilipendé les institutions peut saisir la Cour constitutionnelle et obtenir gain de cause contre une administration publique. Oui, c'est normal que le parti au pouvoir présente ça comme une victoire parce que depuis des années, on a eu des difficultés avec l'opposition béninoise qui n'arrive pas à participer aux élections parce que l'opposition béninoise dit souvent que bon, ils sont empêchés, la Cour rejette les dossiers. Il y a beaucoup de bâtons qui sont mis dans les roues de cette opposition béninoise là. Du coup, cette fois-ci que la Cour a donné raison, disons ça comme ça, à l'opposition ou bien au parti Les Démocrates, oui, c'est une façon pour le parti au pouvoir de dire que oui, voyez ce que nous disons, c'est quand ils ont raison, on leur dit le droit. Quand ils n'ont pas raison aussi, on leur dit ce qu'il y a. Donc, c'est une façon de dire aussi à l'opinion nationale et internationale que oui, voici, nous ne sommes pas là à mettre les bâtons dans les roues de l'opposition, mais nous faisons tout, les institutions sont indépendantes et que nous faisons tout pour que tout se passe dans de bonnes conditions. Mais il faut noter aussi que même l'avocat du parti Les Démocrates avait dit que ce ne sont pas seulement leurs arguments qui ont suscité cette décision, mais que c'est un ensemble d'éléments qui a favorisé en ce sens. Donc, ce qui veut dire que la Cour, d'une manière ou d'une autre, a joué aussi à l'apaisement. Donc, ce qui fait que, en dehors des arguments, en dehors de tout ce qu'on peut dire, des arguments présentés par le parti Les Démocrates, il y a aussi cet aspect de décrisper l'atmosphère, de ne pas aller vraiment sur des détails à cause des erreurs administratives et refuser la participation aux élections à certaines personnes. Donc, je pense que c'est de bonne guerre pour... Mais en même temps, il y a aussi dans cette affaire quelque chose qu'il faut saluer, c'est le fait que peut-être l'opposition aurait pu rester dans son coin et dire de toute façon la Cour constitutionnelle est MFOD, je ne vais pas la saisir. Mais oui, voilà, c'est comme ce qui se passe parfois chez nous ici. Oui, c'est vrai que l'opposition peut dire qu'il y a une maturité de cette opposition béninoise là qui a su saisir cette Cour. C'est vrai que oui, depuis un moment, on sent que cette opposition béninoise vraiment veut récupérer le pouvoir qu'ils ont perdu, mais il y a beaucoup d'éléments quand vous voyez les tests qui sont votés depuis l'arrivée de Patrice Talon au Bénin jusqu'à ce jour, il y a beaucoup d'éléments qui ne vont pas en faveur de cette opposition. Mais ils disent que non, on ne va pas rester là les bras croisés. La démocratie, c'est une lutte. Un parti politique, c'est pour accéder au pouvoir, c'est pour conquérir le pouvoir. Donc ils ne vont pas rester les bras croisés et attendre dire après que oui, bon, même si on saisit la Cour, ça ne va rien donner. Non, ils sont allés au fond et voilà qu'ils ont eu gain de cause. Alors, comme quoi, il faut toujours prendre l'autre sur son propre terrain. Non, vous savez, prendre l'autre sur son propre terrain, c'est vrai, mais nous disons régulièrement, et c'est connu d'avance, que lorsque un margouilleur veut coudre un pantalon, c'est qu'il a déjà trouvé une solution. Donc, les régimes africains et les régimes dans la sous-région ouest africaine, vous n'êtes pas sans savoir que ces dirigeants sont tellement habiles. Depuis que Talon est venu au pouvoir... La politique, c'est de l'habileté. Oui, c'est l'habileté et la prévoyance. Oui. Donc, depuis que Talon est venu au pouvoir, il me semble à 2016, sauf omission de ma part, 2016, les démocrates, j'avais dit ici, les démocrates n'ont jamais participé à aucune élection présidentielle, que ce soit législative ou municipale. Donc, leur dossier est souvent rejeté par la même Cour. Et le président Talon choisit ses adversaires. Maintenant, ils sont à peu près 8 maintenant. 8, il y a 7, il y a 4 de la mouvance présidentielle et 3 de l'opposition. De l'opposition aussi, il faut aller fouiller si effectivement ils sont
Quelle nature de quelle nature, comme ça se fait chez nous ici, il y a des discussions même qui sont en cours au niveau de CPC, et certains opposants, certains leaders des partis politiques disaient que le chef de l'État en train, ou bien le régime est en train de discuter avec ses amis. Donc c'est la même chose qu'ailleurs au Bénin que le président Talon est en train de faire. Mais vous n'êtes pas sans savoir également que les démocrates sont des partis politiques regroupés qui sont tellement proches de Rekia Madougou également. Donc, dans ces circonstances, Talon en train de, ou bien le régime béninois est en train d'éviter la diversité de taille, parce qu'ils ont compris que bon, la dame qui est détenue en prison depuis quelques années n'est pas née de la dernière pluie. Elle pèse sur l'échiquier politique béninois. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'empêcher? Mais quiconque, n'importe quel parti politique empêché au Bénin à la veille des élections revient toujours en surface, et vous serez surpris que c'est les démocrates peut-être qui vont remporter la majorité des sièges au Bénin. Justement, les élections législatives au Bénin, ce sera le 8 janvier 2023. Et par rapport à la liste que la Sénat a validée, il y avait 6 listes avant que la Cour ne décide d'autoriser les démocrates, dont 4 qui soutiennent la mouvance présidentielle. Dans ce schéma, est-ce que l'opposition béninoise a des chances de créer la surprise? Oui, bien sûr. Après, ce ne sont pas les partis politiques qui votent, hein, ce sont les populations qui votent. Donc, du coup, si la population béninoise n'a plus confiance, ou bien avec le mandat de Talon qui a un bilan à défendre, et l'opposition qui a le droit de dire que tout ce que Talon fait ne sont pas de bonnes choses. Donc c'est sur le terrain, avec les arguments et les projets de société, qu'on aura à voir si le parti au pouvoir aura la majorité ou bien l'opposition. Parce que oui, on peut avoir 4 partis qui soutiennent le parti au pouvoir, ou bien 5 ou 6 partis qui soutiennent le parti au pouvoir et un seul parti d'opposition, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. C'est sur le terrain, face aux comment vous appelez, aux populations, que vous allez déterminer vraiment qui a tel poids. Il faut dire aussi que ça fait longtemps que les démocrates n'ont plus participé aux élections. Donc du coup, c'est un vrai test pour eux cette fois-ci, parce que s'ils arrivent à passer maintenant, ça les positionne en bonne position pour les élections présidentielles à venir. Donc du coup, c'est un challenge pour eux, et ils auront la latitude de mettre tous les moyens à leur disposition, de faire tout leur possible pour essayer de ravir la vedette au parti au pouvoir. Maintenant, il faut dire que ça fait depuis un moment que le Bénin a beaucoup changé avec l'avènement de Patrice Talon, et c'est un bilan, moi je ne suis pas au Bénin, je ne peux pas dire positif ou négatif, mais c'est un bilan qu'il aura à défendre sur beaucoup de plans, sur le plan économique, sur le plan infrastructure et tout. Et c'est un bilan qu'il a à son actif, qui va défendre certainement. Donc on verra avec la population, surtout les projets de société que les différents candidats auront à défendre, ce que la population béninoise va décider. Le Bénin, le Parlement béninois a 81 députés, mais les élections législatives au Bénin sont toujours âprement disputées, parce que pour celui qui dirige l'exécutif, il y a nécessité aussi d'avoir une majorité au Parlement pour que sa politique puisse passer. Aujourd'hui, Patrice Talon, on a vu il y a 4 ans, pour les élections législatives, a dû, ne voilons pas la face, faire un forcing pour se retrouver juste avec 2 mouvances qui le soutiennent. Est-ce que vous voyez les législatives de 2023 présenter le même schéma, ou bien l'opposition peut espérer faire une percée? Mais l'opposition doit redonner encore plus de blason pour conquérir un peu des terrains, des territoires
que le pouvoir n'a pas encore touché. Mais les militaires disent ceci, que c'est le terrain qui guide l'action. Oui. Et effectivement, si ce terrain guide l'action, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut conseiller à l'opposition béninoise là, qui se retrouve à peu près 3 ou bien 2, parce qu'il y a 2 qui ont été cooptés par le président Talon, et les démocrates viennent maintenant s'ajouter à ces 2-là. Ils font 3. Donc, comme notre député vient de le dire, c'est le projet de société qu'ils iront défendre. Donc, bon, en fait aussi, hein, peut-être je poserai cette même question à Vincent Mengavi. Quand on parle de projet de société pour un député, il est lequel? Ils font 2 choses, contrôle de l'action du gouvernement et vote des lois. Est-ce qu'on attend d'autres choses d'un député? Bien sûr. Non, avant l'élection, projet de société, ils ne sont pas encore députés. Oui, mais ils iront. Ils iront, mais je vais voter des ça c'est une manière comme on le fait. Un député ne construit pas d'école, il ne fait pas de route, il ne fait pas de salle de classe. Ça, c'est... Est-ce qu'on fait campagne sur un projet de société en tant que député? Est-ce qu'on a un projet à défendre? Non, normalement, un député, lui aussi a son agenda. Mais l'agenda, là, projet de société, c'est souvent les présidents des républiques, lors des élections présidentielles qui présentent des projets de société. Mais les députés, eux aussi, ils ont leur agenda, mais que nous appelons communément projet de société. Mais ils sont des candidats. Et sur le terrain, ils présentent que je vais construire des ponts à des... Tout le monde sait que c'est faux, mais c'est faux, mais c'est pas forcément faux. C'est faux. On va revenir. C'est faux, mais c'est comme si en matière d'amour, trompe qui peut. Ouais. Tu trompes la dame et si tu arrives à la posséder, c'est fini. Mais après, elle verra que bon, tu n'as même pas de lit, alors que tu disais que tu dormais à 2 février. Donc c'était ça. Donc le projet de société en Afrique, ce sont des projets bidons fictifs qui n'existaient pas. Même si tu as eu la chance d'être au Parlement, tu ne peux pas défendre ce que tu as prouvé ou bien tu as montré à tes concitoyens que si tu es élu, tu feras tel, tu feras ça, alors que ce sont des projets à des coûts très élevés, des milliards. Ces milliards, si ça dépasse un seuil, c'est le gouvernement qui doit accepter d'abord en conseil des ministres et maintenant on donnera l'approbation. Mais toi, en tant que candidat, tu vas dans des rameaux que bon, je vais construire des écoles, 1000 écoles, 1000 hôpitaux et les gens t'applaudissent et tu reviens et ils te donnent l'option populaire et tu as gagné les élections. Mais même arrivé au Parlement, tu n'arrives même pas à soulever au moins un seul droit pour contredire ce que la mouvance est en train de faire. Tu n'existais même plus. Alors que c'est toi qui faisais des pieds et mains là-bas que tu vas défendre des projets de société. Il en va de même pour les PM, les premiers ministres dans nos différents pays, dans nos différentes nations. Et, le Premier ministre, il se positionne devant l'Assemblée nationale à travers son discours programme. Que je vais faire tel, je vais faire ça. Mais étant donné que c'est le Premier ministre, il fait partie, il est issu de la mouvance présidentielle. En fait, c'est un commis du chef de l'État. C'est que ce que le chef de l'État donc, rapidement, on accepte et le vote est athée. Oui, Vincent Mengavi, vous avez fait l'expérience en 2018, c'était en campagne. Je n'imagine pas Vincent Mengavi dire, parce que vous êtes député de Lomé, du Grand Lomé, je vais vous construire des salles de classe. C'est pas le rôle, c'est pas ce qu'on attend. Après, quand il le fait, ça c'est... Moi, je vais peut-être ça à titre personnel, mais ce qu'on attend fondamentalement, est-ce que c'est pas juste 2 choses? C'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça, en ce sens où accéder à l'Assemblée nationale ou bien au pouvoir législatif, c'est d'abord le principe, ou bien vous venez d'abord d'un parti politique. Et c'est un projet, ou bien tout un programme par ce parti politique-là. Ce parti politique a une vision. Ce parti politique a de l'ambition pour ce pays. Alors, ce qui veut dire que quand vous déposez des candidatures pour être député, ça veut dire que depuis votre parti politique, vous avez une vision pour ce pays-là, et c'est pour traduire cette vision que vous avez, que vous allez à l'Assemblée nationale. Une situation peut se présenter où, quand vous allez sur le terrain, que vous faites campagne, que vous voulez construire 1000 classes pour une circonscription donnée, c'est parce qu'au sein de votre parti, vous vous êtes assis, vous avez écrit un programme ou bien un projet de société,
Et ce n'est pas, quand je dis que ce n'est pas forcément faux, cette prétention, c'est que, mais si vous avez la majorité à l'Assemblée nationale, prenons par exemple mon parti, le Nouvel Engagement Togolais, il arrive que pendant les élections législatives à venir, ou bien les élections législatives passées, que nous ayons eu la majorité à l'Assemblée nationale. Ce qui veut dire que c'est nous qui allons décider de qui sera le Premier ministre. Donc le Premier ministre présente un programme du gouvernement. Et ce programme du gouvernement, la plupart des choses que nous aurons envie de faire, nous allons le mettre dans ce programme. Donc, ce qui veut dire que ce programme, quand il viendra à l'Assemblée nationale, sera défendu par nous. Et dans ce programme, nous aurons déjà mis ce que nous avons proposé pendant nos campagnes et pendant nos élections. Nous aurons déjà mis ça dans ce programme-là. Donc, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas forcément faux. C'est dans le cas juste où vous n'avez pas la majorité que vos projets ou bien vos programmes que vous avez eu à défendre lors de votre campagne ne sera pas. Sinon, c'est vraiment faisable. C'est vraiment avoir une ambition. C'est pour ça que je dis que avant d'être député, c'est que vous venez en dehors des indépendants, vous venez vraiment d'un parti politique, et un parti politique, c'est d'avoir de l'ambition pour son pays, c'est d'accéder au pouvoir suprême et de diriger le pays. Donc, pour résumer un peu, je veux dire que oui, avec les candidats doivent nécessairement avoir un projet de société, avoir un programme pour le pays. Donc, défendre ce programme lors des campagnes n'est pas utopique. C'est vrai que le rôle des députés, c'est de voter, de faire les lois et de contrôler l'action du gouvernement. Donc, même dans l'action de faire les lois, un député peut proposer des lois qui vont dans le sens d'un programme qu'il a eu à développer lors de sa campagne électorale. Même dans le contrôle de l'action du gouvernement, un député peut aller sur le plan des programmes qu'il a eu à présenter lors de sa campagne électorale. Donc, je ne dis pas forcément que ce que les députés disent ou bien ce que les candidats disent devant les populations, tout est bon, tout est vrai, mais ce n'est pas faux non plus, ce n'est pas tout à fait faux non plus. Le hic, le plus, c'est d'avoir la majorité, et avec la majorité, vous pouvez faire beaucoup de choses, même bien entendu avec le compromis du chef de l'État qui gouverne le pays en ce moment. Oui, Marcel. Oui, conformément à la feuille de route ou bien gouvernementale de Talon, si après Talon doit être assuré, c'est à travers les élections du 8 janvier que nous bien entendu. Parce que Talon doit rassurer son après lui. Même s'il a un dauphin, ce dauphin doit avoir au moins une majorité confortable, majorité écrasante pour pouvoir gouverner au moins les 5 premières années. Mais dire que Talon doit perdre les élections du 8 janvier, ça relève de l'utopie. Et si vous faites l'analyse, ou bien que vous faites une petite comparaison, un chef de l'État doit être un visionnaire, doit être un prévoyant, doit être quelqu'un qui est talisman, doit être comme ce que nous appelons Bokono. Il doit analyser, décrypter, étudier l'avenir, même l'avenir profond. C'est pour ça qu'il a beaucoup de Donc, c'est ce que la France, avec un talent, avec Macron, n'a pas pu faire. Aujourd'hui, il est dans des difficultés énorme parce que il a perdu la majorité au Parlement. Et un chef de l'État qui pourra gouverner correctement à travers son projet de société doit se baser sur son Parlement. Mais aujourd'hui, tel n'est pas le cas en France. Il y a plusieurs difficultés. Le cas même se présente également au Sénégal avec Macky Sall qui a des difficultés de dernière génération. Donc c'est un peu compliqué aujourd'hui. Il y a une nouvelle ère qui souffre en Afrique et ailleurs. Si aujourd'hui Sénégal de Macky Sall qui est en train de faire tous ces agitations, mais aujourd'hui, c'est Ousmane Sonko avec son regroupement et sa coalition là qui viennent de le barrer un peu la voie.
Donc c'est une leçon que Patrick Talon n'a pas à minimiser. Il n'aura pas minimisé ces conséquences de ses homologues de la sous-région et ailleurs. On va évoluer maintenant vers le second sujet. Nous parlons de la République démocratique du Congo, où une guerre se mène depuis plusieurs années, il faut le dire, mais elle s'est intensifiée depuis plusieurs semaines contre le mouvement rebelle du M23. L'armée RD congolaise a engagé jeudi 17 novembre, 2 avions de chasse Sukhoi Su-25 contre les rebelles du mouvement dit du 23 mars M23 qui, en dépit des appels à déposer les armes, se sont emparés ces derniers jours de nouveaux villages d'un territoire de l'Est de la RDC. 2 avions de chasse ont bombardé et des chars ont pilonné les positions du M23 à midi. C'est ce qu'a déclaré un habitant de Kibumba, localité située à une vingtaine de kilomètres au nord de la capitale provinciale Goma. Beaucoup de Congolais, Vincent Megavi, ont espoir que leur armée reprenne le dessus, mais sans langue de bois, on a l'impression que face à ces rebelles, l'armée a beaucoup de difficultés. Oui, l'armée a beaucoup de difficultés parce que ce ne sont pas des novices aussi les rebelles là, parce que ce sont des gens qui sont là depuis des années, qui ont toujours combattu, qui ont toujours voulu céder, prendre possession même de tout le nord, de toute la partie, de toute la zone est de la RDC. Donc il faut dire que ce sont des personnes qui véritablement sont aussi bien structurés, bien organisés, qui ont de l'équipement, qui avancent, qui sont formés, qui avancent. Il y a beaucoup qui disent qu'il y a le Rwanda qui est dessous cette rébellion-là. Et il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de pourparlers pour essayer d'arriver à terme. Mais ce qui veut dire que même si aujourd'hui on voit que l'armée congolaise n'arrive pas encore, vous avez vu la dernière fois même le président Tshisekedi a même appelé les jeunes à se mobiliser, à aller sur le terrain, à rentrer dans les rangs des forces armées pour essayer de mettre fin au M23 parce que quoi qu'on dise, c'est une guerre qui est en train de détruire une partie de la RDC. Surtout, il faut dire aussi que c'est à cause du sous-sol, du sous-sol congolais et tout ça. Il faut dire que c'est à cause du sous-sol congolais, à cause des richesses du Congo qu'on a toute cette bataille-là que nous sommes en train de voir depuis un moment en RDC. Donc, oui, il faut que l'armée congolaise soit véritablement plus offensive s'ils veulent vraiment, si le Congo veut, si la RDC veut vraiment en finir avec le M23. Il faut que Tshisekedi prenne vraiment les devants des choses et équipe véritablement son armée. Oui, parce que ça c'est aussi un gros problème. Oui. Congolaise, l'équipement. Oui, les gens disent qu'ils sont sur le terrain, ils n'ont même pas de boîte de sardines pour s'alimenter, ils n'ont rien. Si vous avez une armée qui n'est pas équipée, vous avez une armée à qui vous ne donnez pas les moyens de défendre le pays, ils iront au front, mais ils n'auront jamais gain de cause. Ils vont toujours se faire battre par le camp en face. La dernière fois même, ils ont battu en retraite, ils ont laissé les chars, ils ont laissé des équipements là-bas que le M23 a récupéré. Donc vous allez voir, si vous n'équipez pas, si vous voulez vous lancer dans une bataille, il faut vous donner les moyens. Et je pense que c'est ce qu'il dit maintenant, est en train de prendre conscience de la gravité de la situation et va essayer de mettre les moyens qu'il faut. Marcel Aguessino, comment on peut expliquer, j'ai envie de dire de façon rationnelle, qu'une armée d'un aussi grand pays comme la RDC, c'est un vaste territoire avec beaucoup de gisements, donc ce n'est pas les moyens d'acquérir les matériels qui manquent. Comment cette armée est aussi faible face à une rébellion? Oui, vous savez, les rébellions sont toujours des armées, sont des regroupements des individus collectés de part et d'autre, cooptés de part et d'autre par des multimilliardaires donc, et des firmes internationales. Aujourd'hui, si vous regardez un peu l'histoire de la République démocratique du Congo,
son histoire est un peu floue. On ne comprend plus rien parce que c'est de là on pille les ressources énergétiques des sous-sols et la matière qui permet de fabriquer nos portables Android, c'est RD Congo, qu'on pille ça, mais le pays est toujours toujours pauvre dans des difficultés avec son armée. Donc, si nous faisons des rétropédalages un peu en analysant au fond ce qui se passe là-bas, il y a eu une guerre entre les deux, c'est-à-dire Rwanda et aujourd'hui RD Congo. Et la RD Congo est en train de critiquer ou bien en train d'accuser le Rwanda d'alimenter le M23. Donc les M23, si effectivement ils sont des Rwandais et Paul Kagame, le président Kagame est en train de les alimenter, c'est directement les États-Unis qui sont derrière cette histoire. Parce que bon nombre des penseurs éclairés ont révélé qu'effectivement c'est les États-Unis qui ont positionné au pouvoir Paul Kagame à travers un coup d'État qu'il avait commis entre-temps. Donc l'armée rwandaise, aujourd'hui, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, c'est une armée qui a connu plusieurs guerres, parmi lesquelles le génocide rwandais du 7 avril et du 94 qui a pris fait le 17 juillet 94. Donc, avec corollaire 800 000 morts, si j'ai la bonne mémoire, sauf omission de ma part, ce qui fait que aujourd'hui l'armée rwandaise, c'est une armée qui est un peu sophistiquée, qui a connu de par le passé des guerres répétitives. Parce que si nous en tenons à certaines citations de Laurent Gbagbo avait dit, entre-temps, dont je cite la teneur, et que un chien qui n'a jamais rencontré un lion a sa manière de courir. Mais le chien qui a rencontré une fois le lion, ce n'est pas à toi de le dire, il faut courir de telle herbe ou bien de telle forêt. Donc aujourd'hui, le Rwanda a des expériences face à Tshisekedi qui est en train de lancer un appel aux jeunes, de recenser les jeunes, alors qu'ils peinent aussi. D'abord, la guerre est perdue d'avance. On est en train de recenser les jeunes. Mais, chose étonnante, on n'arrive même pas, les jeunes ne sont pas aussi motivés, ne sont pas aussi dynamiques. Il y en a qui sont surtout dans la zone... il y en a qui sont motivés. Mais il y en a qui sont motivés. Et c'est maintenant qu'on va les former. Alors qu'il y a la guerre qui est déclenchée. C'est lui-même qui avait déclenché, qui avait tenu une parole de guerre. La semaine dernière, la semaine dernière, Tshisekedi, le président congolais, il avait déclenché la guerre. Tu as déclenché la guerre. Maintenant, tu commences par recenser pour enrôler les jeunes pour les armer. Ça là, ça traîne déjà. Il y a des difficultés pour gagner une telle guerre. Alors Vincent Mengavi, est-ce que vous imaginez une rébellion comme le M23 tenir tête à une armée régulière sans le soutien d'un État organisé? Suivez mon regard. C'est difficile de l'imaginer. C'est très difficile de l'imaginer aujourd'hui. C'est clair que si le M23 était isolé, n'a pas de soutien venant de nulle part, ben, il serait battu depuis. Parce que vous allez voir que des fois, quand la RDC veut prendre le dessus, il y a des gens qui s'enfuient vers le pays voisin. Mais si vraiment on est un État et que il y a ce soutien inter-État, cette solidarité inter-État, on peut facilement les pourchasser ou bien les renvoyer d'où ils viennent. Alors qu'ils sont peut-être accueillis et ils sont protégés. Donc, c'est ce que disent les Congolais, c'est ce que Tshisekedi dit depuis toujours et il le crie sur tous les toits et à qui veut l'entendre. Il y a même un rapport des Nations Unies qui a confirmé cela. Donc, ça veut dire que oui, c'est vrai que... Et vous allez voir que même depuis un moment, le Rwanda ne nie plus. Ils ne sont plus
hein, dans cette posture, dans le temps où il niait tout, il disait que non. Maintenant, bon, il ne nie plus, il ne dit même pas que c'est vrai, mais ils sont là, ils demandent même à discuter, mais bon. Après, vous allez voir que cette rébellion est vraiment soutenue parce qu'ils ont des moyens. Ce sont des gens qui ont des moyens, qui ont des drones, des chars, des fusils d'assaut et tout ça, et qui sont bien équipés. Et comment se fait-il que ces gens-là ont ces moyens-là? Et c'est ça qu'il faut chercher à savoir. Donc, c'est sûr qu'ils sont soutenus par que ce soit un État, que ce soit par des individus, mais ils sont soutenus, ça c'est clair. Et vous allez voir même, comment il s'appelle, vous allez voir même depuis un moment, ils sont en train d'avancer, de gagner du terrain considérablement. Donc, malgré les efforts de l'armée congolaise, malgré tout le déploiement qu'ils sont en train de faire, ils n'arrivent pas à aller jusqu'au bout, ils n'arrivent pas à tenir tête à cette rébellion-là qui dure depuis des années déjà. Donc, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est vrai que cette rébellion est soutenue. Justement, vous l'évoquez, c'est une rébellion qui gagne du terrain malgré l'offensive de l'armée. Il y a un habitant de la localité Est qui a été interrogé, qui dit que ici chez nous, c'est le M23. Ils sont à Tongo, à Mirumbi, à Ruchovu, à Ruchengue. Et les rebelles sont ici. Ils ont même fait un meeting. C'est des gens qui Marcel Aguessi, nous semble être comme en territoire acquis déjà. Bien sûr. Oui, mais si ces gens, bon, ni foi ni loi, ils arrivent à tenir un meeting, une réunion publique et sous le regard des caméras. Donc, c'est comme ils ne sont pas inquiétés. Ouais. Donc, ils ont un appui. Par contre, ils ne se considèrent pas comme rebelles. Hein. Oui, pour eux, ils sont légitimes, ils sont en train de... Donc, ils sont plus inquiétés. Justement, pour moi, ça va être la question suivante. Que cherche-t-il? Mais c'est une question à laquelle on va répondre dans une dizaine de minutes. Le temps pour nous de suivre le journal.